Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour Stéphane. Salut Claude. Voilà, on est là avec vous comme régulièrement pour vous parler des futurs ateliers. Nous savons que vous attendez ça avec impatience, beaucoup d'impatience. Beaucoup d'impatience. Ce qu'on va vous proposer comme petite pépite à partir de ce mois de janvier 2025. Et Stéphane, tu commences avec quoi? Je commence avec Lilia. Certains connaissent peut-être déjà Lilia Poutot, elle est psychologue à Rennes. On la connaît nous depuis des années, cliente régulière, passionnée d'émergence. Je ne sais même pas s'il n'y a pas un atelier qu'elle n'a pas fait. Et elle nous fait l'honneur de rejoindre l'équipe de formateurs sur un sujet qui lui tient à cœur, qu'elle connaît bien, qui sont les difficultés chez les enfants et les adolescents. C'est un problème de santé publique majeur, c'est une difficulté aussi, les jeunes vivent des moments de crise difficiles. Et Lilia, elle connaît bien ce sujet, de traverser les crises difficiles avec les patients, avec les familles, de manière créative, en utilisant le jeu. Et elle joue avec les enfants, elle joue avec les adolescents, elle apprend à jouer aussi avec les familles, grâce à un de ces outils qu'elle a déjà présenté au congrès là, à Saint-Malo. La poupée Jojo. Qu'elle va vous représenter, et aussi avec d'autres exercices pour les jeunes. Voilà, merci à Lilia de nous rejoindre. Et après, nous allons avoir un atelier toujours à Rennes avec Sophie Cohen, psychologue expérimentée, sur la gestion durable du poids. On a la chance depuis 2-3 ans d'enfin pouvoir légitimer nos pratiques là-dedans, puisqu'il y a eu des études qui sont sorties dans la gestion de l'impulsivité dans les troubles alimentaires avec l'hypnose. Et Sophie Cohen travaille à la fois en thérapie brève et en hypnose sur les cognitions, les croyances, la culpabilité, mais aussi comment se réassocier dans son corps pour obtenir non seulement une perte de poids, mais aussi une meilleure gestion émotionnelle dans les troubles alimentaires. Donc allez l'écouter, à chaque fois qu'on a la chance d'avoir Sophie, c'est une richesse, c'est une pépite. Merci Sophie. c'est peut-être bien un fil rouge, la réassociation avec son corps. Ah oui, on va le retrouver dans plusieurs On va le ateliers, retrouver. On va le retrouver 28 février. C'est pas un nouveau, mais c'est une star. C'est Bruno Dubos qui va nous parler d'un concept qu'il a un peu créé, en tout cas beaucoup développé. C'est le travail avec les âges clandestins. C'est quand même quelque chose de très très étrange, ces âges clandestins. Vous avez chacun d'entre vous déjà vu des gens qui paraissent âgés alors qu'ils sont beaucoup plus jeunes, et inversement des gens qui paraissent très jeunes alors qu'ils ont déjà 30 ans, 40 ans. Et c'est très étrange ce décalage entre l'âge civil et l'âge émotionnel, on pourrait dire. Et Bruno s'est beaucoup intéressé au sujet, et il y a longtemps, ça fait déjà beaucoup d'années, mais il a développé ça, il a écrit là-dessus, c'est la référence aujourd'hui en France dans ce domaine-là, pour savoir aider ces patients-là. Et je dois dire qu'avant que Bruno développe ça, je repérais ces troubles-là, ou ces patients-là, en quelque sorte, mais sans jamais trop savoir spécifiquement comment les aider. Donc Bruno va vous aider à les repérer, à aider ces patients-là, et à se remettre, parce que c'est très douloureux, c'est très pénible pour ces gens-là d'être en décalage, et de se remettre en phase avec eux-mêmes. Voilà Bruno. Et après, tu sais qu'il y a Thomas aussi qui va présenter un atelier. Thomas Yvain. Thomas Yvain qui est médecin anesthésiste au centre hospitalier de Saint-Grégoire. Thomas qui est formé depuis peut-être 15 ans à l'hypnose, qui enseigne l'hypnose depuis très très longtemps. Et je ne sais pas quand, il y a quelques mois, il y a un an, je discutais avec Thomas et je lui dis, mais je suis sûr que tu pourrais nous proposer un atelier, quelque chose d'assez différent, d'assez nouveau, d'assez... bien, je ne sais pas trop. Et puis très vite, alors qu'on est en train de discuter, il me dit, il y a quelque chose que j'utilise beaucoup avec les patients, c'est la temporalité. La temporalité, comment aider les patients à intégrer le passé, à s'orienter vers le futur, dans un acte de soins, ici et maintenant. Et c'est extrêmement riche, me dit-il, et selon lui, et je sais qu'il a raison,
beaucoup trop de soignants dans le monde de la douleur aiguë ou dans le monde hospitalier ou ailleurs utilisent assez peu cette capacité que le temps peut apporter pour nous aider, pour nous repérer, pour être plus en sécurité dans l'ici et maintenant. Voilà, Thomas Yvain va venir nous présenter ça, et ça c'est une nouveauté et à déguster. Après Thomas, tu auras Yves Alphon qui va venir. Oui, alors on passe de Thomas, qui va faire ce premier atelier, cette création, à un vieux briscard avec qui je chemine sur les chemins de l'hypnose. Je chemine sur les chemins depuis beaucoup d'années, avec un bonheur sans cesse renouvelé. C'est Yves Alphon. Yves, 40 ans d'expérience en hypnose, et 40 ans d'expérience, parfois ça rigidifie, comme tous les parcours, et chez Yves, au contraire, ça le rajeunit d'année en année. Et ça le rajeunit dans ce sens où il a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup de finesse, beaucoup de sensibilité. Et là, depuis quelques années, il y en a d'autres qui font ça aussi un peu sur ce chemin-là. Il s'intéresse et il développe des formes d'hypnose de plus en plus précises, simples, efficaces, maintenant en quelques minutes pour aider les patients dans des situations complexes, douloureuses, anxiogènes. Et il va vous apprendre ça, quoi. Il va vous apprendre ça avec il a un style absolument inimitable, Yves, à la fois de douceur. Il est curieux parce qu'il est très doux, il est très empathique, il est très accompagnant, et en même temps, il peut faire des suggestions, des phases hypnotiques très directes, très précises, très cadrées. Et c'est sûrement une des clés de la réussite, ça, de savoir manier ces deux dimensions-là. Donc Yves Alphon, si vous ne l'avez jamais rencontré, il faut venir le rencontrer. Si vous l'avez déjà rencontré, il va vous présenter des choses nouvelles. Voilà pour Yves, mon cher Stéphane. On a fait à peu près la moitié du premier semestre à Rennes. Ouais. La personne qu'on a après qui va venir, c'est Susanna Caroluson, au mois d'avril. Avril 2025, Susanna va venir traiter d'un atelier avancé sur la thérapie des états du moi. On a eu la chance qu'elle nous offre cette possibilité de venir. Et on a fait une visio début juin avec un certain nombre de personnes qui avaient participé aux ateliers déjà enseignés par le passé à Émergence. Et le programme prévu, c'est de consolider les acquis et de progresser dans la gestion de la thérapie des états du moi de manière très participative et collaborative. Susanna a prévu un programme d'enseignement autour des troubles psychiatriques et autour de la manière de superviser les cas en groupe, où il y aura vraiment non seulement des exercices pratiques, mais il y aura aussi une réflexion groupale autour des situations cliniques avec du partage en séance lors des jeux de rôle. Nous avions dû arrêter pendant un moment la formation à Lego State du fait de considérations éthiques. Et là, actuellement, Susanna va revenir l'année prochaine pour finir la boucle d'enseignement sur ce thème-là, pour pouvoir conclure ce qui n'avait pas été conclu. Et pour répondre à la question que plusieurs avaient demandé, est-ce que cela assure une certification peut-être auprès de l'organisme certificateur, mais comme nous ne sommes pas certificateurs, nous ne donnons pas ce document. Mais par contre, vous aurez bien sûr les attestations de participation pour faire valoir vos droits auprès de la Société internationale de Lego State. Je vais juste rajouter un mot concernant cet atelier. J'ai rencontré Susanna, qui est suédoise. Je l'ai rencontrée au Congrès mondial d'hypnose de Cracovie, là, en Pologne, au mois de juin. Elle est plus qu'enchantée de venir en France, de venir à Rennes, de venir transmettre ses compétences en Ego State Therapy. Susanna a été pendant de nombreuses années vice-présidente de la Société internationale. Donc c'est quelque chose qui lui tient à cœur, Donc elle va vous régaler avec ses compétences et son travail qu'elle fait comme ça depuis longtemps en Ego State Therapy.
Voilà pour Susanna. Alors après Susanna, on aura Hélène. Une autre grande dame, Hélène, sage-femme, qui depuis plusieurs années, maintenant on pourrait presque dire de nombreuses années, nous propose chaque année des ateliers novateurs. Là aussi, beaucoup de créativité, et puis surtout, elle a tellement de connaissances du monde de la femme, de la vie de la femme, de sa vie quotidienne, mais de sa vie intérieure, corporelle, émotionnelle. Et elle a eu envie de nous proposer un atelier sur un sujet qui est tellement important, tellement important, qui est l'endométriose. Comment aider des femmes qui souffrent d'endométriose. Et vous savez que beaucoup de femmes souffrent d'endométriose, malheureusement souvent dans le silence. Et puis quand elles s'expriment, elles n'ont pas toujours ou l'écoute ou les réponses qui vont les aider. Donc Hélène s'est beaucoup penchée sur la question. Et j'ai bien aimé une expression qu'elle a utilisée, qu'elle a remise dans son résumé d'ailleurs. Elle dit que l'utérus est une éponge à mémoire. Alors voilà, une expression qui m'a un peu étonné. Et elle dit, oui, l'utérus concentre de la mémoire des événements vécus par la femme, mais aussi des événements vécus par la famille de la femme, c'est-à-dire les générations précédentes de femmes, de parents, de grands-parents et d'autres. C'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Et à partir de là, comment aider cette femme-là à se réassocier avec son utérus, à se réassocier avec un utérus qui va bien, qui est confortable, qui est fonctionnel. Eh bien, Hélène va vous transmettre tout ça avec sa connaissance incroyable du monde de la femme. On continue l'atelier prochain. Après, nous aurons Stéphanie Delacour, que certains d'entre vous connaissez déjà, qui est une personne extrêmement impliquée dans la vie d'émergence, qui sait mélanger la rigueur avec la douceur, la force avec la vulnérabilité, et qui fait à chaque fois des ateliers assez étonnants dans leurs exercices, dans leur implication, dans le fait de se mettre debout, dans le fait de marcher dans le couloir, dans le fait d'explorer la relation au corps et en même temps comment cela s'inscrit dans la stratégie thérapeutique des psychothérapeutes. Donc nous avons la chance que Stéphanie anime à chaque fois des ateliers passionnants. Nous vous invitons vraiment à venir découvrir ce qu'elle fait et comment elle travaille sur la sécurité du corps en relation pour pouvoir explorer à la fois la relation à soi, la relation à son corps, la relation à son genre et comment travailler ça en séance sous la forme d'exercices pratiques. Donc vraiment, la dernière fois, elle a fait participer l'équipe aussi dans le couloir. Elle nous a tous ramenés pour participer. C'était assez intéressant. Voilà. Mais tu crois que ça peut être intéressant pour tous les soignants ? A priori, tous les soignants voient des gens qui ont des corps et des émotions. Donc, quel que soit le métier, ça peut être tout à fait pertinent. Un peu de sortir de ce qu'on fait d'habitude, dans la manière habituelle de travailler, dans la manière d'être en relation avec le patient. Ça me rappelle, tu sais, les gens qui au bloc opératoire emmènent les gens au bloc opératoire en marchant. Et Stéphanie, elle est de ce genre-là, de personnes qui engagent les patients dans le mouvement. C'est-à-dire qu'elle génère aussi des trans beaucoup dans le corps, quoi. Dans le corps et dans le mouvement. Et dans le mouvement. Eh bien, on va parler maintenant du manque de mouvement. Peut-être parfois même de l'arrêt du mouvement. Avec ces gens qui sont épuisés et qui parlent de leur épuisement professionnel. Et on a la chance d'avoir un expert du monde de l'entreprise, puisqu'il y a travaillé, il a eu des fonctions importantes dans ce domaine-là. C'est Jérémy Cunat. Et tout naturellement, il s'est proposé, mais depuis pas mal d'années, de proposer dans les formations des manières d'aider des gens qui sont en épuisement professionnel. Et là encore, j'aime beaucoup cette façon de penser les choses en disant, quel que soit le type d'épuisement, alors il y en a de plusieurs types, il parle de bore-out, de burn-out, d'hyper-empathie, différentes façons de se rendre... de donner beaucoup, puis pas de recevoir grand-chose, ou pas assez.
Donc avec des stratégies un peu généralistes, si je peux me dire le mot là, qui vont convenir un peu à toutes ces formes de troubles et à tous ces types de patients. Et puis des stratégies très spécifiques et qui vont aussi intégrer quelque chose que ces gens qui sont dans ces épuisements de type professionnel ont parfois du mal à repérer, c'est aussi l'implication de leur vie privée, l'implication de leur vie relationnelle, de leur vie sociale. Et toutes ces dimensions-là vont aussi être accompagnées par Jérémy, puis par vous, quand vous allez utiliser toute cette façon de travailler, mais de manière beaucoup plus spécifique. Donc il y a quelque chose de généraliste, quelque chose de spécifique. Là aussi, c'est un couple qui fonctionne bien pour aider ces gens qui sont parfois dans des difficultés profondes, parfois anciennes, et puis qui sont... Voilà, il faut tenir la route pour les aider, quoi. Voilà pour Jérémy. Alors ensuite, on va retrouver Sophie Cohen. Sophie Cohen va revenir nous voir pour un atelier autour du sevrage tabagique. C'est difficile à soigner les addictions. Il faut des outils adaptés, il faut explorer la motivation, il faut des outils de thérapie brève, il faut des outils de thérapie comportementale. Et Sophie, elle maîtrise tout ça associé à l'hypnose. Sophie, elle va faire travailler les stagiaires sur comment accompagner les patients à non seulement explorer leurs croyances autour du tabac, explorer les bénéfices qu'apporte le tabac, comment changer d'habitude comportementale grâce à des petites tâches thérapeutiques, comment mener le premier entretien pour déjà induire du changement alors même que peut-être que le changement n'est pas encore prêt, et comment faire des exercices hypnotiques où la personne peut se projeter dans une vie sans tabac. Même si on sait que c'est difficile à soigner et que parfois les gens rechutent, comment faire en sorte de leur apprendre des outils pour que justement ils puissent se réassocier, se réapproprier leur corps autrement qu'avec le tabac. Et effectivement, comme dans toutes les techniques, ça va nécessiter beaucoup de répétition, bien sûr. Merci Sophie de faire ce bel atelier. Ensuite, nous arrivons au 18 juin avec Antoine, Colette, Marguerite, Jean, Pierre, Vincent. Oh, ça fait un peu beaucoup, non? Ouais, et il y en a beaucoup d'autres. Ce sont les aidants. Ce sont les gens qui sont les proches de personnes en souffrance. Personnes en souffrance, personnes qui vont en chirurgie, personnes en réanimation, ou quelqu'un qui a perdu un proche, ou des parents d'enfants. Et comment l'aidant, celui qui est à côté, souvent démuni, souvent déstabilisé, souvent évidemment très inquiet, comment on peut l'aider à aider son proche. Et c'est un sujet qui me tient très, 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 très à cœur, et depuis longtemps, parce que je ne vous raconte pas le nombre de fois où j'ai reçu des gens dans mon cabinet qui me disent « c'est la première fois qu'un psychiatre nous reçoit » pour qu'on puisse parler de notre enfant, pour qu'on puisse parler d'un autre parent, pour qu'on puisse parler ou qu'une femme vient parler de son mari. Parce que les soignants n'ont pas appris que c'était important d'aider un aidant. Et Franck Bernard fait ça depuis très 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 longtemps. Il a senti ça, enfin aussi il a appris. Hein. Et il va vous aider à aider de 3 dimensions. Comment aider à aider le patient, mais aussi comment aider l'aidant lui-même à aller bien, à rester stable, cohérent, vivant, voilà, souple, mais aussi comment vous, en tant que thérapeute, vous pouvez vous aider pour aider l'aidant, aider le patient. Tout ça, c'est un système qui a beaucoup de cohérence, et si on ne pense qu'à une partie, il y a toujours quelque chose qui... C'est utile, mais c'est beaucoup plus performant quand on pense à l'ensemble des intervenants d'un trouble et d'une souffrance, quoi. Voilà, Franck Bernard. Alors, Franck Bernard, évidemment, c'est aussi une star. Merci, Claude. Après, nous allons avoir un combo de 2 ateliers autour des enfants avec 2 personnes qui vont rejoindre l'équipe Émergence sur cet aspect-là de la pédiatrie.
Et donc, bienvenue à Anne et à Marie, Anne Lelanne-Le Guen et à Marie Flégeau, qui, Anne connaît l'hypnose depuis très longtemps, depuis qu'elle est toute petite, elle jouait au ping-pong avec Jean Gaudin, et maintenant elle est pédiatre, et elle nous a fait une proposition l'année dernière avec un résumé assez intéressant sur le développement de l'enfant, et comment accompagner les parents dans le développement de l'enfant, en termes d'attachement, c'est-à-dire dans les premières 2-3 années, comment est-ce que la transition dans la parentalité, comment la période de la périnatalité, c'est une période de vulnérabilité, mais aussi de difficulté juste dans la transformation des liens, tout simplement, entre parents, enfants, grands-parents, et comment l'enfant se construit. Donc elle va nous faire une journée entière sur ce thème-là, suivi de 2 autres jours, toujours sur l'enfance, cette fois animée par Marie Flégeau, qui est psychologue pour enfants, et qui travaille au CHU de Brest, à l'UAPED, qui est l'unité d'accueil pédiatrique pour les enfants maltraités. Et elle m'a fait visiter cette unité l'année dernière, au mois de décembre. Ça avait l'air assez anodin au début. Est-ce que ça te dit de venir visiter là où je travaille? Alors, en vrai, c'était assez impressionnant de voir la caméra avec laquelle les gendarmes enregistrent les témoignages de ces enfants. Au quotidien, tous les jours, Marie s'occupe de ces enfants qui ont été meurtris, négligés, maltraités. On estime que ça toucherait à peu près 1 enfant sur 10 en France. Et elle a proposé de mettre en place un atelier qui est à la fois un atelier d'hypnose et de communication pour la manière d'accueillir la parole des enfants maltraités, la manière de créer du lien avec eux alors qu'ils ont été meurtris par le monde des adultes, et comment ensuite les accompagner. Parce que après que les gendarmes prennent la déposition de l'enfant, c'est elle, en tant que psychologue, qui s'occupe de ces enfants-là. Et n'importe quel professionnel de santé peut être amené dans le cadre de son travail à avoir des enfants ou entendre parler d'enfants qui ont subi des maltraitances et ne pas toujours savoir exactement comment accompagner et réapporter de la sécurité à cet enfant sans le brusquer. Donc il y aura à travers des exercices pratiques aussi 2 jours sur ce thème-là particulier que nous n'avons pas encore jusque-là, qui est assez délicat et qui, je pense, nécessite vraiment un travail collégial important. Oui, parce qu'on peut dire que ces enfants-là sont très, très, très sensibles, quoi. Donc, une parole, un geste, un regard peuvent les heurter très, très vite, quoi. Oui, certains ne parlent plus. Ouais. Donc, apprendre à être très, très précis, très juste dans les interventions. Début juillet, j'ai vu une dame hier, ou avant-hier. C'est une dame que je connais depuis, je pense, septembre ou octobre. Donc ça fait déjà 8, 9, 10 mois. C'est une dame qui est venue me voir parce qu'elle est très, 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 très anxieuse, qu'elle a des troubles du sommeil et qu'elle souffre beaucoup dans son corps avec des sensations de brûlure, de piqûres dans les mains, dans les pieds et souvent dans les genoux, dans la tête aussi. Et tout ça rapporté à ça existe depuis 4 ans et demi, aux suites d'une intervention chirurgicale. Donc, dit-elle, elle allait bien avant. Cette intervention, elle l'a très très mal vécue et à partir de là, ses troubles sont apparus. Je l'ai aidée de mon mieux, on a fait différents types de séances d'hypnose, ça l'a aidé un peu, ça l'a aidé pas beaucoup, ça a été très très variable, il y a eu une toute petite période d'amélioration pendant quelques semaines, de vraie amélioration, puis ça n'a pas duré. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas normal qu'elle évolue pas de manière plus favorable que ça, parce que j'avais appris à faire de l'auto-hypnose, qu'elle faisait, quelquefois trop d'ailleurs. Jusqu'au jour où j'ai repris mes notes concernant son parcours et je me suis rendu compte qu'elle avait perdu son père 3-4 ans avant cette intervention chirurgicale. Pourtant, ça n'a rien à voir. Rien. Mais quand même, par expérience, je sais que quand il y a eu des décès, surtout des décès très proches, j'ai quand même posé la question, comment ça se passait? Vous étiez proche de votre père? Ah oui. Et puis elle se met à pleurer, tout de suite. Je lui demande de me raconter les circonstances du décès, qui ont été un peu compliquées, et elle n'a pas pu faire ce qu'elle aurait voulu par rapport à son père au moment où il est décédé. Alors j'ai proposé de faire
une séance d'hypnose pour m'occuper, pour l'aider par rapport à son deuil, par rapport à son processus de deuil. On a fait une séance, c'était début juillet. Après, je ne l'ai pas vu pendant 1 mois et demi, voilà, parce qu'on n'était pas disponible en même temps. Et puis je l'ai revu avant-hier. Et c'est une dame qui a retrouvé le sourire, et qui me dit, j'ai ressenti un soulagement immédiatement. Et il est toujours là, le soulagement. Et elle me dit, j'ai retrouvé du sourire et même des fous rires que je n'avais pas eu depuis des années. Et même la première fois, mon mari s'est étonné, mais en me disant, bah, qu'est-ce qui t'arrive là? Il dit, bah, rien, juste je me sens bien. Des histoires de patients avec on va dire des deuils complexes, des deuils douloureux, des deuils anciens, parfois, voire souvent difficiles à repérer, il y en a partout. Alors, les gens vont développer des différents types de troubles parce qu'ils ne sont plus en relation avec le mort, ou bien parce qu'ils sont trop en relation avec le mort, ou parce qu'ils ne savent plus où ils en sont, ou parce qu'ils se sont dissociés et qu'ils sont restés dissociés. Et c'est pour aider tous ces patients-là. Et souvent, je dis que 30 à 40% de mes patients, je fais un travail à propos autour du deuil avec eux, pour les aider à retrouver une bonne relation, eux avec leur mort, mais aussi eux avec leur vivant, parce que quand les gens ne sont pas bien avec leur mort, ils ne sont pas bien avec leur vivant. Et ben, on va pouvoir cheminer ensemble pendant ces 3 jours dans ce monde, quelque part entre le monde des morts et des vivants, et refaire des liens, et remettre de la paix, de l'ordre, de la sécurité et de la relation. Bon, donc il y a des phases un peu difficiles dans ce travail-là, puis il y a des phases de joie extrême. Il nous reste encore à vous présenter les ateliers du premier semestre à Paris. On a fini pour Rennes. Alors, le premier à Paris en début d'année, c'est l'atelier que j'anime sur gagner en créativité. Il y a quelques années, Claude m'a dit, je me demande bien ce que je vais te confier, Stéphane, un truc que tu sais bien faire. Alors moi, je ne me considérais pas du tout créatif. Mais c'est pas faux que depuis toujours, on me dit que je suis atypique, bizarre et même un peu fou. Au minimum improbable. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Bon, ceci dit, j'avais participé à ton atelier à Montréal en 2018 au Congrès mondial d'hypnose, et c'est vrai que la créativité, ça débordait de partout, là. Alors ça, c'est parce qu'on a mangé du sucre pétillant. Mais depuis, je ne fais plus ça. Maintenant, j'ai gagné en sérieux. Cependant, on a gardé cet atelier sur la créativité pour compléter la formation en hypnose et créativité thérapeutique. Elle fera partie du cursus de ceux qui font cette formation complète à Paris. Et pour ceux qui veulent la rejoindre, c'est possible de s'inscrire si vous êtes déjà formé. L'intention de ces 2 jours, c'est spécifiquement l'accès à la génération de nouvelles idées dans votre travail de soignant et à leur mise en place. Parce que être créatif, c'est tout d'abord développer une flexibilité mentale qui permet de voir le monde de différentes façons, générer de nouvelles idées, s'autoriser à penser de manière libre, y compris sur des sujets controversés. Et la deuxième partie, c'est la mise en action. Ça ne suffit pas d'avoir des idées, mais il faut oser les mettre en place. Et donc, durant cet atelier, je pousse, et c'est le mot, dans les autres ateliers, je ne pousse pas, mais là, je pousse les stagiaires à oser faire des trucs. Après, s'ils ne veulent pas, on force personne. Mais disons qu'il y a des objets dont on se sépare, il y a des trucs qu'on jette, il y a des trucs qu'on crée, il y a des trucs qu'on détruit, il y a des trucs qu'on ose dire. On crie, on rit, on chante, toujours dans l'intention que certains d'entre vous puissiez inventer des nouveaux exercices d'hypnose pour vos patients. Et il y aura même un petit concours. Un concours? Oui, parce que ça a été montré que des récompenses de petite taille avaient tendance à augmenter la créativité, mais pas trop grande, parce que si la récompense est trop grande, les gens ne voient plus que la récompense et leur créativité devient assez nulle. Une petite pochette de sucre alors? Un peu plus. Faut que ça ait un peu de valeur, mais pas trop. Donc il y aura un cadeau à la clé. Et nous aurons aussi la chance d'avoir Sophie Cohen qui va venir 2 fois à Rennes. Elle va venir aussi à Paris au premier semestre pour parler de l'anxiété. C'est un des sujets très importants de nos jours. Les troubles anxieux font partie quand même des troubles les plus fréquents dans la population générale. Et Sophie a préparé un atelier avec de nombreux trucs et astuces pour à la fois aider les patients à changer leur manière de réfléchir, mais aussi leur manière de se comporter, en se connectant à leurs ressources en hypnose,
pour pouvoir retrouver de la sécurité, de l'apaisement, et que ça puisse durer grâce à des exercices d'auto-hypnose. Très simple, très facile à refaire, pas compliqué. Elle nous l'avait déjà fait une fois en formation de formateur. Vraiment, on apprécie beaucoup chez Sophie son côté pragmatique. Voilà. Merci Sophie de revenir une troisième fois cette année. Un atelier, comme on dit, avec les mains de Rossi. En fait, j'aime bien aussi maintenant appeler cette technique la technique Eureka. Pourquoi Eureka? C'est pas du tout un terme que Rossi pouvait utiliser, mais dans l'idée, et Rossi disait que dans ces séances-là, il y avait des séances créatives, d'activation créative, et qu'elles permettaient d'avoir quelque chose qui apparaît comme ça, tout d'un coup, dans la séance, quelque chose qui est absolument imprévisible pour le thérapeute, qui, dans l'idéal, ne sait même pas de quoi le patient est en train de s'occuper, mais aussi tout à fait imprévisible pour le patient, que ce soit une sensation, une idée, un souvenir, une envie de quelque chose, enfin bref, quelque chose qui apparaît. Eureka. Eureka. Et beaucoup d'entre vous, que ce soit Émergence ou ailleurs, vous avez d'abord entendu parler des techniques de Rossi, puisqu'il fait partie quand même du paysage général du monde de l'hypnose mondiale. Et souvent, vous avez une initiation. Donc, la technique comme ça, avec les mains. Ce que j'avais pu avoir aussi à une époque. Et pourtant, cette initiation, elle est juste. Mais souvent, elle va devenir assez difficile à mettre en place parce que les patients et les histoires de patients et leurs interactions sont extrêmement différentes d'un moment à l'autre. Et donc, on a besoin d'approfondir déjà cette technique de base, de l'approfondir, de mieux la comprendre, de mieux la saisir. Donc, il faut faire des exercices, s'entraîner. Mais surtout aussi, Rossi avait développé, et voilà, j'ai un peu contribué maintenant aussi au développement, de nouvelles manières, ou d'autres manières plutôt, d'utiliser ce même processus qui est un processus à la base de double dissociation. Il y a 2 dissociations, donc une double hypnose en fait, que vous menez avec vos patients. Ce qui en fait la puissance, hein, parce que moi j'ai toujours dit ce sont les trans hypnotiques les plus étonnantes que j'ai pu voir dans ma vie et que je peux voir au quotidien, parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Mais il y a d'autres manières de faire, donc toujours avec cette double dissociation hypnotique, et qui sont tellement intéressantes à utiliser, à expérimenter, à explorer, à proposer. Et puis après, chacun va devenir un peu plus expert dans telle ou telle modalité. Et on a entendu tout à l'heure notre ami Stéphane parler de créativité. Eh bien, on verra aussi comment à la fois il y a la créativité du patient dans son monde intérieur, mais aussi la créativité du thérapeute pour proposer des séances d'hypnose Eureka de Rossi, voilà, de manière surprenante, étonnante, nouvelle. En fonction du feeling, en fonction de l'intuition, en fonction de l'idée qui apparaît comme ça. Bon, ben, il nous en reste un dernier alors. C'est Bruno, fini en beauté. Alors, ce sera fin juin 2025, on est toujours à Paris. Et c'est Bruno qui va terminer ce premier semestre pour parler des troubles du comportement alimentaire. Alors, ici, on n'est pas dans un sujet récent, on n'est pas dans un sujet nouveau, on est dans un sujet malheureusement ancien, difficile, douloureux, compliqué. Et que ce soit des troubles alimentaires extrêmes comme de l'anorexie ou de la boulimie, des vomissements ou des troubles moins extrêmes, eh ben, c'est toujours très très compliqué. C'est toujours très compliqué parce que ces troubles-là impliquent des perturbations de mémoire, des perturbations corporelles, des perturbations émotionnelles, des perturbations relationnelles, des perturbations de se situer dans le monde, dans la vie, dans la sécurité. Et c'est toujours complexe. C'est toujours complexe d'aider des femmes ou des filles, des hommes ou des garçons qui ont des troubles du comportement alimentaire.
il faut avoir voilà, faut avoir de l'expérience, cette expérience que Bruno va vous transmettre pour faire les choses justes, pour faire les choses cohérentes, pour faire les choses adaptées, pour bien comprendre les troubles aussi, parce que c'est important de comprendre les choses aussi. Et Bruno, là, je ne sais pas, c'est peut-être 25 ans qu'il travaille dans ce domaine-là. Il a une expérience incroyable et il sait faire, quoi. Il sait faire, et surtout Bruno sait transmettre, quoi. Bruno est un pédagogue exceptionnel. Il sait transmettre, et vous allez, entre le moment où vous allez rentrer dans cet atelier et le moment où vous allez en sortir, vous allez voir les choses autrement. Vous allez savoir faire les choses autrement. Et quand vous allez voir quelqu'un qui a un trouble, parfois même sévère, de comportementaire, il y aura plus cette espèce de rétraction intérieure en disant « Oh, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire, comment je peux me positionner ?» Non, vous allez savoir accueillir, aider, proposer des stratégies pour que les choses évoluent. Et les choses évoluent. Mais il faut savoir faire. Non, ça, c'est quelque chose qui est important d'apprendre. Et voilà. Comment apprendre mieux qu'avec le maître, n'est-ce pas? Ouais, je peux donner un exemple. Oui. On parle toujours que depuis très longtemps, il travaille avec les familles, par exemple. Oui. Les parents, tout ça, parce que c'est souvent des problématiques familiales assez complexes et des thérapies longues qui peuvent durer 2 ans, 3 ans. Et puis, maintenant, de nos jours, ça paraît évident que dans les cas d'anorexie, boulimie, on reçoit les familles, surtout dans les services pour adolescents. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est considéré assez répandu. Mais à une époque, c'était pas si répandu. Et lui, il faisait partie des pionniers à dire mais non, il faut bosser avec les familles, il faut arrêter. Il utilise souvent le mot parentectomie. Il faut arrêter de faire des parentectomies, il faut les garder dans les soins. Et donc, évidemment, beaucoup de choses ont évolué, mais il était un peu précurseur sur son temps par rapport à ça. Oui, tout à fait. Là, maintenant, tout à fait. Donc, il faut penser les choses dans le contexte familial. C'est vrai que pour aller plus loin, pendant très longtemps, la seule implication familiale qui était mise en œuvre dans les thérapies de jeunes filles anorexiques, c'était de les séparer de leur famille. Oui, voilà. Bon, ça n'allait pas très loin, quoi. Ça sert à rien, en fait. Même s'il faut parfois de la distance entre les familles pour se retrouver mieux derrière, bon voilà, mais il faut travailler, quoi. Il faut travailler, c'est sûr. Donc voilà, Bruno va vous donner beaucoup de clés, des clés larges, des clés très précises pour aider ces personnes-là. Voilà, Bruno Dubos, 27-28 juin 2025, Paris. Bon, on a fini pour le premier semestre. On se retrouvera au deuxième semestre pour la suite des ateliers à prévoir. Bon, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Chaîne YouTube? Qu'est-ce qu'il y a sur la chaîne YouTube? Ah, la vidéo. Tu sais, on filme une vidéo. Allez, à très bientôt. Allez, au revoir.